Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous. Vous voulez savoir? Eh bien, parlons vrai ce matin avec Patrice Vergrit, ministre des Transports. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le Passerail, je vais commencer avec le Passerail. Dès cet été, 49 €, on est bien d'accord. Pendant 2 mois, c'est bien cela. Juillet-août. Patrice Vergrit. Juillet-août. Pour les moins de 27 ans. Oui. Pourquoi ? Pour les moins de 27 ans seulement. Pourquoi ? Alors d'abord, je rappelle comment est née cette idée. C'était une interview sur le thème de la jeunesse avec Hugo Décrypte, du président de la République. Il s'était engagé effectivement auprès de Hugo Décrypte à examiner si les régions étaient d'accord ce Passerail, c'est-à-dire ce dispositif, cet abonnement à 49 € pour les jeunes. Et je me suis dit qu'effectivement, pour répondre au mieux à cet engagement du président de la République, cibler la jeunesse, ça pouvait être une option. En plus, la difficulté qu'on a vue en Allemagne quand ils ont installé le Passerail pour tous, c'est que les trains ont été très vite saturés. Parce qu'en fait, on peut avoir des problèmes d'offres derrière. Quand vous augmentez la demande, derrière, l'offre peut ne pas suivre. Et c'était vraiment aussi le risque qu'on avait en France, que si on partait trop fort, trop vite, on risquait simplement de saturer les trains. Ça existe en Allemagne et en Autriche, hein, le Passerail illimité, quel que soit l'âge, à 49 €. Bien, 49 € donc, 2 mois... Moins de 27 ans, à partir de quand pourrais-je m'abonner ? Alors on est en train de regarder les choses. Le but du jeu, c'est que ça puisse être opérationnel pour le mois de juillet-août. Donc on va essayer de faire ça pour le début du mois de juin. Théoriquement, au début du mois de juin, on devrait pouvoir avoir accès au Passerail. Donc des abonnements début juin. Oui, théoriquement. C'est la date qu'on essaie d'évaluer. Parce que là maintenant, on vient d'avoir l'accord. On travaille avec la SNCF pour pouvoir le faire. J'imagine. Donc début juin, où pourrais-je me procurer ce Passerail ? Alors on va revenir, il y aura forcément un site internet qui devrait pouvoir le permettre. Un nouveau site internet. Peut-être sur les guichets de la SNCF ou sur le site de la SNCF. Oui. On sait ce qu'on est en train d'examiner maintenant. Comme je dis, on vient d'avoir l'accord avec les régions, donc là on est en train de travailler sur le dispositif technique. Et sur les sites concurrents de la SNCF ? Ça sera un billet émis par la SNCF, donc ce sera sur les sites SNCF. Pardon. Uniquement SNCF ? Oui, SNCF. Tout à fait. Bien, expérimentation donc. C'est une expérimentation, hein ? C'est oui, 2 mois, juillet-août. J'ai voulu reprendre le terme expérimentation parce que l'idée c'est peut-être d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on commence par les moins de 27 ans l'été. On peut peut-être essayer après d'étendre. Il y a déjà l'idée de l'extension à l'Île-de-France qui peut être envisagée pour 2025. Oui, parce que l'Île-de-France n'est pas... Alors, pourquoi l'Île-de-France n'est pas dedans ? C'est une question technique. C'est pas une question politique, c'est une question technique. C'est que, en fait, en Île-de-France, on n'a pas une distinction entre le train, les abonnements train et les abonnements métro et RER. Or, dans les autres villes de province, le ticket de bus, il n'est pas lié au ticket de train. Et donc, on aurait dû distinguer des billetteries séparées pour le métro d'un côté et le train, et on ne pouvait pas faire ça dans le délai pour 2024. Donc c'est assez complexe finalement. Il faut aussi que la RATP puisse reconnaître un titre émis par la SNCF en Île-de-France. Donc il y a des problèmes techniques tout simplement qui ne permettent pas de le faire en 2024. On va regarder pour 2025. Puis je peux vous annoncer aussi autre chose, c'est qu'hier j'ai rencontré mon homologue allemand et on est en train de réfléchir aussi peut-être pour 2025 à un Passerail franco-allemand. Donc, il permettrait effectivement de pouvoir voyager à la fois en France et en Allemagne. C'est une piste au même prix. Oui, ça avec peut être un abonnement de 49 €. Oui, c'est une piste qu'on a évoquée hier avec le ministre allemand. Alors, c'est pas une annonce puisqu'on va travailler. Oui. Mais l'idée, vous voyez, c'est de partir d'un socle. On part d'un socle, les moins de 27 ans, juillet-août, et on voit comment on va pouvoir améliorer les choses petit à petit. Et essayer d'aller le plus loin possible, justement, pour même permettre à la jeunesse de pouvoir voyager librement, se déplacer librement. Alors, je voudrais préciser, les trains intercités, les TER et les trains de nuit. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Intercités et TER et trains de nuit. Trains de nuit, oui. Mais alors, comment je fais si j'habite Paris ou la région parisienne, l'Île-de-France ? Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, imaginons vous habitez Lille ou vous habitez Rennes. L'intercité ou le TER qui vous permet d'arriver à Paris, il est dans le dispositif, il n'y a pas de problème. Et pour repartir de Paris, il est dans le dispositif. C'est simplement à l'intérieur de l'Île-de-France, les Transiliens en fait. Les Transiliens ne sont pas dedans. En plus, il y a le pass Navigo, donc c'était aussi assez complexe à articuler. Et est-ce qu'on peut imaginer un Passerail à l'année ?
Ça fait partie des options qui peuvent s'imaginer pour les années qui viennent. Mais encore une fois, je le dis, c'est pas que l'État. Il y a les régions, puisque les TER, c'est les régions, l'Intercité, c'est l'État, donc il faut qu'on se mette d'accord. Là, on s'est mis d'accord avec la région. Ça n'a pas été facile, mais je remercie à la fois Carole Delga, la présidente de Région de France, qui s'est vraiment battue, effectivement, pour convaincre l'ensemble de ses homologues. Je remercie tous les présidents de région qui, finalement, ont joué le jeu. C'est une très bonne nouvelle. Voilà, il faut continuer à travailler ensemble. Moi, je veux jouer partenaire avec les régions et on va essayer de construire ce dispositif ensemble. Bien, Patrice Vergrit, au Sénat, en commission des lois, a été adoptée mercredi, avant-hier, une proposition de loi encadrant le droit de grève dans les transports. Plusieurs mesures. La possibilité pour le gouvernement de neutraliser 30 jours par an durant lesquels la grève serait interdite aux heures de pointe. Vous souscrivez, vous soutenez ce texte? Non, le gouvernement affichera une position contre, tout à fait, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a un problème de constitutionnalité. Le droit de grève est quand même un droit constitutionnel. Et puis ensuite, j'ai envie de dire des éléments complémentaires. Choisir des jours. Oui, mais lesquels ? Privilégier les vacances, mais tout le monde, jours fériés, jours d'élection, jours de référendum. Tout le monde dans notre pays, malheureusement, ne prend pas de vacances. Et alors, ça voudrait dire négliger la mobilité du quotidien, qui est aussi un de mes soucis, peut-être aussi l'une de mes priorités. Donc, c'est pas facile de choisir entre des gens qui prennent des vacances et ceux qui peut-être galèrent au quotidien pour pouvoir se déplacer. Donc, je vois pas pourquoi on privilégierait une catégorie de Français aux autres. Donc, vous voyez, ça pose d'autres questions derrière, mais surtout un problème de constitutionnalité. Donc, le gouvernement sera contre. Donc, on n'encadre pas le droit de grève, on est bien d'accord, même pendant les Jeux Olympiques. Mais moi, je fais totalement confiance aux syndicats et aux directions des grands groupes de transport. Même si des préavis ont été déposés, des préavis de grève ont été déposés. Qu'il y ait une discussion en amont entre les syndicats et la direction. Oui. Notamment pour la gratification de ceux qui vont se mobiliser pendant les Jeux Olympiques, ce qui est normal. Il y a des gens, c'est pendant les vacances. C'est pendant les vacances. Il y a un certain nombre de salariés qui vont devoir faire une croix sur leurs vacances parce qu'ils devront être mobilisés à fond pour les JO. Et le reste de l'année, comme c'est la mobilité du quotidien, on doit se mobiliser aussi. Qu'il y ait une discussion entre les syndicats et la direction sur la gratification du personnel qui va être mobilisé pour les JO, c'est normal. Que cette discussion soit parfois difficile, c'est le sens du dialogue social. Mais le tout, c'est que le dialogue social se fasse bien. Et je l'ai dit à la SNCF notamment, mais c'est vrai pour tous les autres. On a des joyaux en France, des grands groupes de transport d'ailleurs qui causent des succès même à l'étranger. Eh bien que les syndicats et la direction mènent un dialogue social de qualité, c'est ma demande en tant que ministre. Et je leur fais confiance avec des primes pour donner une belle image de la France. Il y a des discussions. Bien sûr. Des primes. On parle de 1 500 €, c'est ça de oui, primes. peu importe. Ça veut dire ça, moi, c'est pas à moi. 1900 pour les policiers, 1 500 dans les transports, c'est à peu près ça. Mais c'est pas au ministre de définir ça. C'est le dialogue social à l'intérieur des entreprises. Bon. Mais si jamais il y a grève, vous faites quoi ? Mais je ne pense pas un seul instant qu'il y aura grève. Vous engagez, vous pensez qu'il n'y aura pas de grève. C'est pas une question d'engagement, je fais confiance. Je fais confiance aux partenaires sociaux, je fais confiance aux directions de ces grands groupes de transport. Travailler est un devoir parfois ? Travailler aujourd'hui, en tout cas le droit de grève ne doit être utilisé qu'en dernier recours. Voilà. Travailler est un devoir parfois. Ce que je vous ai répondu très clairement. Le droit de grève doit être utilisé en dernier recours. C'est difficile à dire. Ça peut choquer. Patrice Vergrit. Travailler est un devoir. Travailler pendant les Jeux Olympiques, c'est engager l'image de la France, c'est engager l'image de son entreprise. Et je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est au-dessus. Il y a un intérêt supérieur que direction et syndicats doivent entendre. Et donc, on pourrait considérer que travailler est un devoir pour son pays à ce moment-là, oui. Est-ce que la ligne 14 sera prête pour les Jeux ? Oui, tout à fait. Elle sera inaugurée en juin. Aujourd'hui, nous inaugurons le tramway T3B. Dans un mois, nous inaugurerons le prolongement du RER Éole. Et en juin, nous inaugurerons effectivement le prolongement de la ligne 14, à la fois vers Saint-Denis-Pleyel et vers Orly. Donc oui, tout sera prêt pour les Jeux. Tout ce qu'on avait identifié comme évolution des transports. Avec un ticket à 4 €, pour que personne n'en achète. Vous avez compris ce que ça voulait dire ? Alors, la tarification en Ile-de-France... Pour que personne n'en achète. Moi, j'ai pas très bien compris. Non, qu'est-ce que vous avez compris ? La tarification en Ile-de-France dépend de la région, donc ça ne dépend pas de l'État. Néanmoins, ce que voulait dire Valérie Pécresse, c'était que les tarifs du pass Navigo ne changera pas. Si on achète son billet en amont, ça n'aura pas d'impact. C'est simplement ceux qui vont acheter leur billet en arrivant ici.
Bref, si je résume ce que voulait dire Valérie Pécresse, c'est elle fait tout pour que les Franciliens ne payent pas plus cher le métro pendant la période des Jeux, mais que ceux qui viendront, les touristes qui viendront aux Jeux Olympiques, payent plus cher et quelque part apportent une contribution aussi au financement des Jeux Olympiques. C'est bien, vous venez à son secours. Non, c'est pas à son secours. J'essaie d'expliquer sa position. Voilà, j'essaie d'expliquer sa position. Et on travaille bien ensemble pour préparer les Jeux Olympiques avec l'ensemble des collectivités locales. Tant mieux. Le RER, les RER métropolitains, c'était une promesse d'Emmanuel Macron, on se souvient. Combien de villes concernées ? Alors il y a beaucoup de candidats aujourd'hui qui arrivent. On verra, j'ai envie de dire à la fin, le président de la République avait parlé de 10-15 RER métropolitains. On verra si on fait plus ou pas. Les premiers, c'est très important et ça risque d'être l'année du RER métropolitain. On va là bientôt à mi-avril envoyer à l'ensemble des territoires qui peuvent être intéressés une sorte de cahier des charges pour obtenir d'abord une labellisation pour pouvoir être examiné. Fin juin, on devrait avoir les premières labellisations. Ça veut dire un périmètre défini, un système de gouvernance prédéfini, les grandes orientations du projet. Et puis ensuite, on va commencer à engager une discussion avec ces collectivités qui auront été labellisées pour avoir un arrêté définitif. Quelles sont les premières villes qui seront concernées, vous pensez ? Écoutez, d'abord, je vais attendre les dossiers qui vont arriver d'ici mi-juin pour vous répondre. Mais je pense que l'année 2024 sera marquée par d'abord les premières labellisations et premiers arrêtés, probablement à la fin de l'année, pour lancer ces projets de RER métropolitains qui sont très importants. Je veux insister parce que c'est la mobilité du quotidien. Je parlais tout à l'heure de priorité. Je pense que là, on est dans la priorité. Deux objectifs, si vous me permettez de préciser le RER métropolitain. D'abord, réussir à développer les réseaux et les services de transport collectif dans les régions métropolitaines. Donc vous avez une métropole, vous avez les villes moyennes qui sont autour et les petites villes qui sont autour. C'est ça le périmètre des RER métropolitains. Et donc c'est comment on réussit à développer le transport collectif performant express entre ces villes moyennes et la métropole pour justement permettre aux populations au quotidien de pouvoir privilégier les transports collectifs et donc un rapport modal de la voiture vers ces transports collectifs. Transport collectif, ça veut dire train, mais pas seulement. Ça peut être car express. Voilà. Ensuite, ce qui est très important, c'est justement peut-être de revoir l'aménagement du territoire. C'est-à-dire comment une métropole s'articule mieux avec les villes moyennes et les petites villes qui sont autour. Comment on réussit finalement à rééquilibrer les choses entre une métropole qui a fini par concentrer les emplois et les populations et des villes moyennes qui se sont vidées. Et donc aujourd'hui, le RER métropolitain doit permettre de mieux équilibrer ces régions métropolitaines. Patrice Vergret, avant de passer à la route, je termine avec le train, les Ouigo lents, je crois que ça va se développer. Hein. On est sur Lyon, on est sur Nantes, Rennes et d'autres villes bientôt. Oui, les Ouigo se développent, oui, tout à fait, oui. Les Ouigo lents. Oui, les Ouigo longs, mais les Ouigo d'une manière générale se développent bien. Se développent. Bon, d'accord. Voiture électrique, vente décevante. Ah, vous avez vu ça ? Vente décevante. J'ai vu aussi que les voitures hybrides consommaient 4 fois plus que ce qu'indiquent les constructeurs. Ça m'a paru curieux, mais bon. La transition vers la voiture électrique... Il y a, je sais pas moi, tromperie pour... D'abord... La voiture électrique est absolument indispensable parce que demain, toutes les mobilités ne pourront pas se faire en transport collectif. Quand vous habitez un village de 1000 habitants ou 500 habitants, il ne faut pas imaginer demain qu'il y aura un bus pour venir desservir un village. Donc, on ne revient pas sur la date de 2035. D'abord, pourquoi la voiture électrique est essentielle ? On ne va pas mettre tout le monde dans le transport collectif demain et probablement encore une majorité des déplacements se feront en voiture demain. Et donc, du coup, décarboner la route, y compris les camions, c'est un enjeu essentiel. Donc, il faut réussir la conversion vers la voiture électrique. Quel est le problème principal aujourd'hui ? Le modèle économique. Ça reste cher. C'est pour ça que le leasing social a été un succès extraordinaire. Le gouvernement cherche à accompagner effectivement l'accès à cette voiture électrique qui reste encore chère. Il y a la question des bornes de recharge. Finalement, recharger sa voiture électrique dans son garage quand on habite dans le périurbain ou dans le rural, c'est plutôt économique. Le faire sur l'espace public quand on est un urbain et qu'on n'a pas de garage, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus cher. Donc on voit qu'il reste des problèmes. Donc c'est ce qu'on essaie de gérer, parce qu'il va falloir réussir quand même cette mutation vers la voiture électrique. Donc on travaille avec les constructeurs effectivement pour pouvoir avoir des modèles moins chers demain. On devra réussir à accompagner, probablement par des subventions comme le leasing social, l'accès à ces voitures électriques, notamment pour les plus démunis. Donc voilà, donc il y a un enjeu effectivement là, qui est un enjeu économique considérable, mais il faut y arriver. Et il y aura un utilitaire tout électrique en 2026. Bien, des méga camions sur nos routes ou pas ?
Est-ce que vous allez vous opposer? Est-ce que la France va interdire la circulation des méga-camions? La France s'oppose à la circulation des méga-camions, mais on s'oppose même à la directive européenne aujourd'hui qui est sur la table, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est en train de faire des efforts pour le fret ferroviaire et pour le transport fluvial de marchandises. On est en train d'injecter 4 milliards d'euros sur l'infrastructure de fret ferroviaire d'ici 2032 pour pouvoir améliorer le fret ferroviaire. Donc on va pas faire des méga camions qui vont aller exactement à l'inverse de ce qu'on est en train de faire. Donc c'est non. Deuxièmement, je discutais hier avec mon homologue allemand, ils sont en train de refaire, ils doivent faire 400 ponts en Allemagne. Aujourd'hui, 44 tonnes, c'est pas possible sur les ponts allemands. Donc on va laisser des 44 tonnes circuler, mais ils peuvent pas circuler sur les ponts. Ils vont pas circuler à beaucoup d'endroits, ces méga camions. Aujourd'hui, nos infrastructures ne sont pas adaptées à des poids de cette nature. Donc aujourd'hui, ça coûterait une fortune pour adapter nos infrastructures aujourd'hui à ce type de méga camions. Donc la réponse de la France, c'est non. Et les projets d'autoroute en France, il y avait 8 projets, je crois. Certains vont être abandonnés, vous confirmez? Alors, moi je suis un adepte du cas par cas. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas d'idéologie à avoir. Oui. Je suis un élu local, alors vous le comprenez aisément. Il y a donc des projets qui vont être abandonnés. Il y a des projets qui seront sans doute abandonnés parce que s'il n'y a pas de pertinence au niveau local à le faire, il y a des projets qui ont du sens et donc il faut continuer à faire. Lesquels? Justement, on va regarder au cas par cas. Là, la 69 est lancée. La 69 est lancée. Elle a été soutenue par l'ensemble des élus locaux, de la région jusqu'à l'ensemble des territoires. Elle a fait l'objet d'un processus démocratique normal. Il est légitime qu'elle se fasse parce que c'est dans l'intérêt général. Mais il y a d'autres autoroutes ou routes aujourd'hui qui doivent être développées. Il ne s'agit pas d'être anti-route. Il ne s'agit pas d'être anti-route demain. On aura encore besoin de la route demain. Mais il faut le faire avec intelligence et il faut le faire là où il n'y a pas d'alternative, par exemple. Si on peut développer des alternatives par le fret ferroviaire, par le déplacement du transport collectif pour les voyageurs, faisons-le en priorité. Donc la priorité, c'est le report modal, mais c'est pas possible partout. Tout à l'heure, je vous parlais de villages de 1500 habitants, faut pas rêver. Donc à un moment donné, il faut être pragmatique. Et c'est absolument essentiel. Quand on est élu local, on est pragmatique. Il faut trouver la bonne réponse, celle qui évidemment sera en réponse à la lutte contre le changement climatique, mais aussi celle qui est réaliste. Patrice Vergrit, la taxe sur les rentes dont nous parle le Premier ministre Gabriel Attal, est-ce que le gouvernement va reconduire la taxe sur les sociétés d'autoroutes et les aéroports ? Alors d'abord c'est lancé. C'est lancé donc, voilà. Pour 2024. Le débat sur les autoroutes, il se situe ailleurs. En fait, en réalité aujourd'hui. 4,6% du chiffre d'affaires. Oui, non mais c'est lancé et on va continuer. Pourquoi on arrêterait mais le débat sur les autoroutes, il est ailleurs. C'est que après 2030, 2031, 2032, nous avons la fin des premières concessions d'autoroutes. Et donc la question aujourd'hui, c'est quid après 2031, après 2032 c'est justement la discussion qui est sur la table. Et c'est cette question-là aujourd'hui. Vous êtes favorable à un renouvellement ou pas ? Je suis favorable pour qu'on puisse en débattre. J'ai même dit que je pense que le citoyen devrait avoir son mot à dire sur ces questions-là. Je pense que ce serait intéressant de l'associer à cette réflexion. Comment ? On est en train de, justement, on est en train de réfléchir au comment. Associer le citoyen, lui demander s'il faut ou pas renouveler les concessions. Alors, il y a d'autres formules que les concessions, parce que la concession, elle correspond à un investissement pour faire l'autoroute. Je comprends. Donc là, l'autoroute, elle est faite. Mais elle est faite. Bon, il y a toujours des coûts demain. Parce que l'investissement est remboursé, pardon. L'investissement de base. De base. Mais je vous donne un autre exemple. Par exemple, il faudra mettre des bornes de recharge demain sur les autoroutes. Ça va coûter cher. Ça va coûter cher. Donc il y a aussi des investissements. Il y a l'entretien, la maintenance des autoroutes. Mais est-ce qu'on peut imaginer que l'État redevienne en partie actionnaire des autoroutes? C'est justement parmi les hypothèses sur la table. Et je pense que le débat qui va venir, on est en 2024, on a quand même quelques années devant nous. Le débat, justement, 2030. Le débat qui est devant nous là, dans les années qui viennent, et je veux m'en saisir, c'est justement quid de l'avenir des concessions d'autoroutes. C'est cette question-là sur les autoroutes. Et comment on peut utiliser finalement cette manne des péages pour justement être le plus efficace possible pour développer notre réseau de transport, y compris ferroviaire. Et améliorer l'état de nos routes. Améliorer l'état de nos routes et peut-être aussi de notre réseau ferroviaire. Donc là quand même, l'enjeu du financement des autoroutes demain, des péages, ce qu'on en fera est absolument déterminant pour l'avenir. Vous n'excluez pas une présence de l'État dans... J'exclus rien à ce stade. Ça doit justement être une discussion des 2 années qui viennent là. Vous ouvrez cette discussion. Vous allez ouvrir cette discussion. Tout à fait. C'est la question centrale, à mon avis, pour les autoroutes. Bien. Et sur la taxe, est-ce que vous allez reconduire la taxe sur les sociétés ? Oui, on continue, Elle existe, on continue. 2024 pour 2025 aussi. On continue. 2025 aussi. On continue, oui.
Oui, Pourquoi c'est l'une des rentes. C'est l'une des rentes. J'imagine que Gabriel Attal pensait à ça, c'est l'une des rentes. L'ex-première ministre Elisabeth Borne parlait de 100 milliards, par exemple, pour le ferroviaire demain. Oui. C'est le besoin du ferroviaire. Oui, on a besoin. On pourrait parler des routes, on pourrait parler... Aujourd'hui, on a un besoin d'investissement dans nos infrastructures de transport sur notre réseau qui est considérable, y compris sur le matériel. Oui. Donc, parce que pendant très longtemps, on a mis l'investissement sur le tout TGV et qu'on a négligé notre réseau ferroviaire en France. Et donc aujourd'hui, on a du retard. On n'est pas les seuls en Europe, mais on a du retard. On a du retard. Et donc, il faut investir massivement aujourd'hui sur notre réseau ferroviaire, fret comme voyageurs. Regardez les difficultés qu'on a parfois sur la mobilité du quotidien, les trains en retard, les difficultés sur le Paris-Clermont qui ont été identifiées, sur le Paris-Limoges, etc. Donc on est en retard parce qu'on a surinvesti sur le TGV. Donc aujourd'hui, on doit rattraper ce retard. Donc évidemment, on aura besoin de financement sur l'ensemble des modèles de transport. Donc prolongement de la taxe sur les sociétés d'autoroutes et les aéroports pour 2025. Vous continuez. Bien. J'ai un mot quand même. Vous êtes ministre du gouvernement qui prépare une réforme de l'assurance chômage. Vous êtes favorable à une baisse de la durée d'indemnisation ou pas? Aujourd'hui, il y a un problème dans notre pays au niveau de, au niveau de l'emploi, c'est-à-dire indéniablement. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises, je l'ai chez moi à Dunkerque, cherchent aujourd'hui des personnes à employer, et j'ai encore un taux de chômage qui est 1,5 point supérieur à la moyenne nationale chez moi à Dunkerque. Et donc, toutes les solutions qui permettront effectivement d'améliorer la situation de l'emploi, d'augmentation du taux d'emploi, sont à trouver aujourd'hui. Vous n'avez pas de réserve. Mais c'est ça que dit aujourd'hui le Premier ministre. Le Premier ministre dit aujourd'hui, on doit améliorer le taux d'emploi dans notre pays. C'est ce qui permettra d'ailleurs aussi de rééquilibrer les comptes de la nation. C'est ce que dit le Premier ministre aujourd'hui. La CGPME, j'avais le président de la CGPME il y a 8 jours à votre place, et demande 12 mois de durée d'indemnisation. 12 mois. On est à 18 aujourd'hui. 12 mois, ça vous va? La discussion se fait actuellement. On verra. Silence. Non, on verra. On verra. Je pense qu'il faut laisser la discussion s'opérer et nous verrons les choses. Et je reviens. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir trouver les moyens d'augmenter le taux d'emploi dans notre pays. On a connu un chômage de masse pendant une 30aine d'années dans notre pays. Ça a changé. Ça a changé le rapport au travail. Ça a changé, effectivement, les systèmes de protection. Et c'était légitime. Aujourd'hui, on retourne vers le plein emploi progressivement. On le voit. Donc, il faut sans doute aussi réadapter deux dispositifs qui ont été mis en place pour un chômage de masse. Donc, c'est cette discussion qui doit avoir lieu aujourd'hui et qui doit évoluer dans les années qui viennent. Merci Patrice Vergret d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. 0826 300 300. Vous réagissez à ce que vous venez d'entendre, évidemment. Et je serai aussi en direct à 9h05 avec le maire de Viry-Châtillon. Vous savez qu'il y a un adolescent de 15 ans qui est entre la vie et la mort, qui a été frappé à la sortie de son collège hier. C'était à Viry, donc à 16h30. Aux alentours de 16h30. Le maire sera donc avec nous juste après les infos. Il est 8h57.